Alors, Soral, Alain, Oui, bonsoir. je te tiens, on se tutoie? Oui, oui. Bon, donc je t'ai contacté parce que j'étais curieux de savoir ce qui se passe au point de vue de ton année de prison auquel tu as été condamné. Alors, quels sont tes... Dans quel état d'esprit es-tu? Alors officiellement, là, je suis en cavale puisque j'ai pris 1 an de prison ferme avec mandat d'arrêt. Ouais. Aujourd'hui, il y a un article qui est sorti sur le site de la LICRA qui se scandalise que je ne sois pas déjà en prison et qui exige mon incarcération immédiate. Mais ça veut dire que n'importe quel flic qui te croise dans la rue peut te mettre les menottes, peut t'emmener? Ça veut dire qu'on ne sait pas. Ça veut dire qu'il y a un flou. Parce que mon avocat a publié que ce mandat d'arrêt était illégal, puisque comme je le dis, on est dans du droit de la presse, on n'est pas dans du pénal. Mais aujourd'hui, on peut être jugé par des gens qui n'ont pas fait de droit, qui sont passés par des filières en biais, ce qui veut dire qu'ils obéissent purement et simplement aux injonctions du pouvoir. La justice pratiquement n'existe plus, le journalisme n'existe plus. Tu peux le vérifier par tous les moyens. Tous les types relaient des brèves de l'AFP, il y a des fautes d'orthographe partout. Les experts à la télé sont souvent des gamines de 27 ans ou des gamins, tu vois, qui n'ont aucune expertise de rien du tout. Même toi, le petit Branco aujourd'hui passe pour un cador alors que c'est un gamin de 28 ans, un premier de la classe qui prétend, même à moi, m'expliquer le monde, tu vois, qui est 61 ans et qui suit passé par un certain nombre de... Bon, mais il parle bien, il a intégré ce qu'étaient les Gilets jaunes, ce qu'était un rebelle, donc quelque part, il a un niveau au-dessus de Macron. Donc, il n'a pas un niveau au-dessus de Macron, il a été affecté à une autre tâche. Comme Macron est un peu cramé et que les gens qui ont mis Macron en place se disent que Macron n'est plus le bon cheval et qu'il est cramé, finalement, un Branco, la cible de Branco, c'est Macron. Macron démission, finalement il y a un consensus parce que les Gilets jaunes le pensent au premier degré, mais Attali et BFM ne soutiennent plus Macron non plus. Quand Branco dit qu'il a trahi sa classe, il a trahi sa classe, mais c'est pour sauver la caste. Sa caste, en réalité, c'est très ambivalent son travail, parce que finalement, il a été, on va dire, l'avocat de Flightrider au départ, puis le conseiller de Flightrider, et il est en train de prendre la place de Flightrider, qui lui n'a pas la culture, mais a peut-être quand même l'instinct du peuple, tu vois, alors que Branco n'est pas du peuple. C'est quand même. Tu peux pas lui donner au moins le crédit que peut-être il fait semblant pour en fait être le général de Gaulle plus tard. Pour moi, c'est un gamin... Un peu comme Poutine qui a fait semblant de... Poutine, il savait piloter un avion de chasse et c'était un cadre du FSB. Branco, il est de la même filière que Macron, il ne faut pas oublier. C'est Sciences Po, Normal Sup, cabinet d'avocat. Il a été le chouchou de Descoings. Il a été chouchouté par Attali. Il est fils de producteur et de psychanalyste. Il a été à l'école alsacienne. Moi, j'ai la culture sociologique de tout ça. Il ne peut pas, en ayant ce parcours-là, avoir compris si peu de choses. Or, finalement, le problème, c'est pas ce qu'il dit, c'est comme toujours, c'est comme Zemmour dans un genre, c'est ce qu'il dit pas. Et pourquoi d'un seul coup, il monte au créneau pour dire il n'y a pas de pouvoir maçonnique en France, attribuer du pouvoir au CRIF, d'ailleurs, il est incapable d'expliquer le dîner du CRIF. Mais il doit dire ça s'il veut aller plus loin. Sinon, il n'est plus invité. Sinon, on s'en fout. Alors, ça veut dire qu'en ce moment, il est en train de remplacer Besancenot. Donc, enfin, il est en train de renouveler l'opposition contrôlée. L'intérêt, c'est de faire tomber des digues, c'est-à-dire d'avancer un peu plus vers la vérité. Et les Gilets jaunes, c'est fait pour faire tomber des digues. Branco, lui, est fait pour protéger la dernière digue, la vraie digue du pouvoir. C'est évident. Et alors, de toute façon, il se comporte comme ça parce qu'il sait que ça serait trop dangereux d'aller jusqu'où je vais moi, puisque moi, comme te le dis, là je suis en cavale, c'est-à-dire qu'on me promet la prison ferme, lui on lui promet rien du tout, en fait il est tête gondole à la FNAC. On lui promet un brillant avenir et il veut pas le démolir. Oui, mais je veux dire, la question, elle est pas sur son avenir ou pas son avenir. La question est sur la vérité, sur le sérieux, sur la précision. Toute ma vie, j'ai croisé des mecs qui me disaient il faut être plus subtil que toi. Et à l'époque, c'était, puisque moi je viens de l'extrême gauche, on va rentrer au Parti Socialiste et changer les choses de l'intérieur. Oui, un peu comme les gars disent qu'ils vont rentrer dans l'Europe et ils vont changer l'Europe de l'intérieur. Ils sont tous rentrés, ils sont jamais ressortis. Je prétends que c'est pas des mecs comme Branco qui vont m'expliquer la voie royale pour aller réellement vers la révolution et le changement radical. Après, se trouver des bonnes places, faire du canard enchaîné, c'est-à-dire balancer des scandales de deuxième zone pour protéger les vrais scandales profonds, je veux dire, tout est déjà en place. Est-ce que ta vie même, justement, ton année de prison qui te pend au-dessus de la tête, est-ce que c'est pas justement le signe que tu es dans une voie qui ne mène pas au pouvoir ou qui ne mène pas au fait de changer les choses? Tu as peut-être fait élever les consciences, mais est-ce que tu as véritablement fait changer les choses? Tu veux que je te donne la liste de tous les hommes politiques qui ont pris le pouvoir de manière sérieuse et radicale et qui sont passés par la prison? Ça sera plus court
que je te fasse la liste de ceux qui n'y sont pas allés en prison. Oui, mais dans des États comme la Russie de 1917 ou... Non, mais mais Chavez est passé par la prison. D'accord, mais ce ne sont pas des vrais États. Enfin, Ah bon? C'est un peu des États en déliquescence. Et C'est pas des États aussi... Charles Maurras est passé par la prison, par exemple, pour s'attaquer à Léon Blum avant-guerre. Le pouvoir, quand tu l'attaques, il se défend. Et la vraie défense, ça consiste à te mettre hors d'état de nuire radicalement. Bon, ça veut probablement dire que tu es vraiment emmerdant pour le pouvoir, mais est-ce que chacun doit avoir le même trajectoire pour prouver qu'il est anti-pouvoir et qu'il veut faire tomber les élites? J'ai pas demandé, moi, à Branco de me soutenir ou de me suivre, mais je lui demanderais d'avoir la correction, déjà de ne pas m'attaquer, ou quand il m'attaque, de faire quand même remarquer que j'en suis à 64 procès depuis 2004, 400 000 € d'amende et 50 prisons qui m'attendent. Tu iras voir sur son site internet de son cabinet d'avocat, il met un tableau de Goya avec le Baphomet qui se fait livrer des enfants morts, c'est-à-dire une apologie de la pédophilie. Ouais. Il faudrait qu'il nous explique pourquoi il a mis ça comme emblème de son site internet de cabinet d'avocat. Moi, j'étais content de voir qu'un type qui avait une certaine formation et une certaine capacité d'élocution volait au secours des Gilets jaunes, mais je vois qu'il n'est pas en train de voler au secours des Gilets jaunes, il est en train de voler Flight Rider de son leadership pour éviter que Flight Rider aille trop loin. Pourquoi un type comme Branco dépense de l'énergie à attaquer un mec comme moi qui suit en cavale? Tu vois, c'est ça la question. Ouais, bon, mais est-ce que toi-même tu t'es pas mis un petit peu dans un coin comme étant... j'ai vu une émission l'autre jour avec Zemmour ou Goldnadel, je crois, sur Ardisson, où on lui reprochait parce qu'il t'écrivait, vous vous étiez écrit pendant un temps. On échange des mails, oui. Voilà, oui. Et toujours maintenant? Oui, d'accord. Enfin, il y a 15 jours. D'accord. Et le Goldnadel, je pense, lui disait on ne mange pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Qui détermine que je suis le diable? Mais est-ce que quelque part, quand tu vas faire un signe de la quenelle dans le cimetière, enfin dans le truc qu'ils ont à Berlin pour le monument aux morts... Tu dis des bêtises. C'est pas un cimetière, c'est une œuvre d'art contemporain. Oui. Qui participe d'une escroquerie immobilière pour humilier les Berlinois. Est-ce qu'on ne peut pas leur laisser leur petit précaré et s'ils veulent glorifier leurs 6 millions de morts, etc. Tu appelles le dîner du CRIF un petit précaré, toi, quand on convoque la totalité des corps constitués? Qu'est-ce qui empêche Monseigneur Aupetit, qui est le cardinal des chrétiens, de faire la même chose pour les chrétiens? Qu'est-ce qui empêche le musulman de faire un dîner des musulmans? Est-ce que parce que les juifs sont très dynamiques et ont peut-être un accès direct avec le président, je pense qu'Aupetit, quand il prend son téléphone, il a accès à Macron direct. Pourquoi est-ce qu'Aupetit ne va pas dire que c'est une honte qu'il y ait des églises désacralisées, brûlées, etc. Pourquoi il ne va pas le faire? Oui. Va pas le faire? Mais est-ce qu'on peut blâmer les juifs pour être entreprenants? Déjà, je ne blâme pas les juifs, je parle du CRIF. Oui. Donc je parle de gens qui parlent au nom d'autres gens et qui n'ont pas été mandatés. Tu vois ce que je veux dire? Des sujets totalement glissants de A à Z. Je te rappelle simplement que la Constitution française, la République française, ne reconnaît pas les corps intermédiaires entre le citoyen et l'État. C'est dans la Constitution, donc il n'y a pas de communauté en France. Donc déjà, il peut y avoir qu'un citoyen qui, dans la sphère privée, a droit de pratiquer une religion, c'est-à-dire la liberté de culte. Donc déjà, tout ton baratin là, excuse-moi, mais ça c'est un manque de culture politique, est biaisé de A à Z. Ça n'existe pas, les juifs, dans l'État français. Il existe des citoyens de confession juive. Et comme c'est de l'ordre de la sphère privée... Bon, mais tu m'as compris, tu ergotes sur une... Non, les tribunaux qui me condamnent obéissent aux injonctions de cette communauté. Alors que, par exemple, maintenant tu reconnais qu'il y a une communauté quand même. Tout à l'heure tu me reprochais de dire les juifs... Je te dis que cette communauté n'est pas légitime d'un point de vue républicain et légal, mais par contre qu'elle existe de fait comme minorité agissante. C'est comme si je te dis que c'est interdit d'être dans la mafia et que la mafia c'est condamné. Et je ne vais pas te dire pourtant que la mafia n'existe pas. La mafia existe et elle est illégale. Voilà. Bon, mais je te dirai jamais par exemple que la mafia, tu peux la laisser tranquille, qu'elle peut avoir son petit précaré, etc. Parce que c'est une mafia, parce qu'elle utilise les armes, parce qu'elle bute des gens, parce que son but même est négatif. Maintenant, est-ce que tu as réussi à prouver que le but de la communauté, ou je ne sais pas comment tu veux l'appeler, organisé, bon, est-ce que son but est négatif? Est-ce que tu peux leur reprocher de contrôler, si tant est qu'ils contrôlent la France et le monde? Est-ce qu'on peut leur reprocher? Bien sûr. Est-ce que toi, si tu étais juif, tu ferais pas la même chose? D'abord, je ne suis pas. D'accord. Ça veut rien dire ces trucs-là. Mais est-ce qu'on peut leur reprocher? Si j'étais juif, je serais Gilad Atzmon. Tu vois. Alors je vais retourner la question. Est-ce que nous, en tant que goy, est-ce qu'on n'aurait pas dû se bouger le cul plus pour faire en sorte que ce soit une communauté de goy qui soit à la tête d'un pays de goy? C'est ce que je fais. C'est exactement ce que je fais par mon combat politique. J'aimerais que le pouvoir revienne à la majorité. Mais la plupart des gens
sont quelque part, ils sont plus chrétiens, donc ils n'ont plus ce liant qu'ils avaient avant. Ils s'en foutent, les gens veulent être heureux, entre guillemets, ils veulent une vie simple peut-être. Ouais. Ils sont individualistes, on leur a fait croire que rien n'existait d'autre que l'individu et la vie matérielle, oui. Et ben donc je mène un combat politique pour essayer de refaire comprendre aux gens ce que c'est qu'une communauté humaine, ce que c'est qu'un groupe ethnoculturel, ce que c'est qu'un pays, ce que c'est qu'une nation, et que si... Donc est-ce que c'est pas par l'amour qu'on fait ça, en montrant soi-même que... Mais excuse-moi, quand je montre au tribunal des prêches de rabbins, en français parce que francophones, qui se réjouissent de l'imminence de la Troisième Guerre mondiale et qui disent que par là adviendra leur pouvoir suprême et qu'ils auront chacun 2800 esclaves. C'est-à-dire que quand je montre un discours de haine, oui. Mais il y a de la haine de tous les côtés. Non. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes sur ceux qui ont des discours de haine alors que tu pourrais aussi montrer des discours d'amour? Il y a aussi sûrement des discours d'amour. Je ne sais pas si on devrait aller les chercher chez les Juifs, mais chez nous-mêmes. Quand je lance les Gilets jaunes canal historique et je dis qu'il faut revenir au Christ avec Dieudonné, excuse-moi, c'est exactement ce que je fais. Donc soit tu sais pas ce que je fais, soit tu fais semblant de ne pas le voir, soit il faut que je sois un peu plus pédagogue. Mais quand tu montres justement les discours de haine d'en face, et tu dis la haine est dangereuse et il faut qu'on en sorte, et il faut qu'on soit plus sous la tutelle de gens qui sont guidés par la haine et la domination, oui, excuse-moi, la haine de la haine, ça s'appelle l'amour. Tu vois, c'est pas le rabbin X, je sais pas dans quel pays, qui a dit quelque chose. En France. Bon. Non, tu sais pas, moi je sais, et j'ai passé mon temps à le démontrer. Donc maintenant, si tu veux faire un effort, tu vas regarder les vidéos qu'on met en ligne depuis des années, et crois-moi que si j'avais pas fait ce travail et que ce travail n'était pas bien fait, j'aurais pas tous les ennuis que je rencontre. Parce qu'on ne m'attaque jamais sur ce travail-là. Mes livres ne sont pas attaqués, mes vidéos argumentées et documentées ne sont pas attaquées. Aujourd'hui, je vais en prison pour un dessin humoristique qui n'est pas de moi, qui parodiait un dessin humoristique de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que j'ai montré par un dessin humoristique qu'on pouvait se moquer du génocide rwandais et que, selon Elisabeth Lévy, c'était de l'humour noir. Si on faisait exactement la même chose sur le génocide juif, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, CQFD, j'ai la réponse, 1 an de prison ferme avec demande d'incarcération immédiate. Le pacte que je propose, c'est pas l'hitlérisme, c'est pas la race des seigneurs contre le peuple élu, c'est réellement de respecter les valeurs de la République qui s'appellent l'assimilation, l'égalité citoyenne et de maintenir la religion dans la sphère privée, c'est-à-dire de la séculariser. Le Christ a proposé aux mêmes gens qui me persécutent aujourd'hui ce pacte d'amour universel. Il leur a dit « sortez de l'exclusivisme, sortez de la lecture littérale et allez vers l'amour universel ». Et je signale que quand il a adressé ce message aux Juifs, ce Jérusalem, ça s'appelle les rameaux, les Juifs étaient d'accord. Et là, le Sanhédrin, qui est l'ancêtre du CRIF, s'est dit c'est dangereux pour notre pouvoir. Et rappelle-toi les marchands du Temple, notre pouvoir, ce qu'ils feront peut-être demain avec Notre-Dame de Paris, c'est un autre sujet. Ils se sont inquiétés, ils ont dit il faut qu'on se débarrasse de cet hurluberlu qui veut passer en fait d'une religion raciale de domination à une religion universelle d'amour. Il est en train de nous baiser notre commerce. Et ils ont dit il faut absolument qu'on le fasse éliminer. Mais pour pas que ça nous retombe dessus, il faut qu'on le fasse faire par les Romains. Et puis là, Ponce Pilate a dit, les gars, vous êtes sûrs que je vais vous proposer Barabbas? Ils ont tout fait pour qu'il soit tué, ça s'appelle la crucifixion du Christ. Et d'ailleurs, Ponce Pilate a dit, je m'en lave les mains. Et il s'est même converti à la fin de sa vie. Est-ce que tu vas faire une sorte de communauté avec des goïs où on va montrer qu'on est tous pleins d'amour? Est-ce que ça va marcher? On le fait déjà, ça s'appelle égalité réconciliation. On a des musulmans, on a des cathos, on a des laïcs, on a quelques juifs courageux, parce qu'il faut être très courageux pour s'opposer à sa propre communauté. En général, on a plutôt intérêt à y adhérer. Comme je le dis, quand tu es sicilien et que tu as un cousin dans la mafia, tu as intérêt à être en paix avec la mafia parce que ça peut servir, que de la dénoncer publiquement. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on parle de mafia quand même. Tu penses que s'il y avait une pétition de juifs antisionistes, elle n'aurait aucune signature? Pas beaucoup, parce que les juifs antisionistes sont terrorisés par la communauté agissante, bien sûr. Gilad Atzmon est persécuté aujourd'hui violemment, et même Jacob Cohen, qui nous a quittés pour des raisons obscures, s'est fait quand même agresser par la LDJ. Plus tu embrasses, moins tu étreins. Tu vois, c'est-à-dire la majorité silencieuse n'a pas de pouvoir. N'ont de pouvoir en fait que les minorités agissantes. Le plus grand nombre n'a aucun pouvoir. J'ai montré cette dérive communautariste. J'ai montré qui finalement par désir d'imitation générait les autres. C'est la LICRA et le CRIF qui a produit le CRAN,
qui a produit ce communautarisme arabo-berbère, ce communautarisme noir, ce communautarisme homosexuel. Le communautarisme, il vient naturellement. Les gens qui se ressemblent s'assemblent. Non, en France, il n'y a pas de communautarisme naturellement, non. Mais quand il y a un certain nombre de gens, ils vont aller vers... Où est-ce qu'il y a du communautarisme français? Les Pakistanais vont dans les coins pakistanais. Oui, mais le problème des Pakistanais, c'est qu'ils n'organisent pas le dîner du CRIF. Ils ne sont pas majoritaires en France et ils ne t'expliquent pas ce que c'est que d'être français, ce que tu as le droit de lire, ce que tu as le droit de dire. D'accord, mais ça, bon, si tu veux aller aux racines du mal, entre guillemets, c'est le fait que pour les chrétiens, il était interdit de prêter de l'argent et que l'essor des Juifs s'est fait parce que en fait, les chrétiens ne voulaient pas prêter de l'argent. Donc c'était le rôle des Juifs. C'est déjà, le problème, je vais dire gentiment, tu n'as pas la culture de tout ça. C'est déjà dans l'Ancien Testament que le pouvoir viendra du prêt à intérêt, qu'il faudra prêter à intérêt aux autres, mais pas dans sa propre communauté. Donc de croire que le prêt à intérêt est venu de l'interdiction de posséder la terre, etc., c'est un mensonge. C'est déjà dans le projet de domination vétérotestamentaire, il est déjà proposé comme méthode de domination le prêt à intérêt. D'accord, mais c'est quand même les chrétiens qui ont dit tu ne prêteras pas avec intérêt. Et les musulmans aussi l'ont dit. Ben, c'est très bien. Le prêt à intérêt, c'est l'usure, et l'usure, c'est le mal. C'est par là que le mal arrive. Donc, effectivement, ce qui est dommage, c'est que des gens se soient spécialisés dans le prêt à intérêt et que progressivement, par corruption et par fragilité, l'enrichissement, la décadence des princes, des gens qui étaient des prêteurs sont devenus le pouvoir. Ils ont été d'abord les banquiers du prince, puis le prince à la place du prince. Ça commence avec Guillaume d'Orange, ça finit par la City. Ça fait 40 ans que j'étudie toutes ces questions profondément. La question sociale, la question religieuse, l'histoire de la France, l'histoire de l'Angleterre, l'histoire de la Hollande, l'histoire des États-Unis, l'histoire des réseaux, etc., etc. Donc le problème, c'est que pour parler de ça, ça demande beaucoup d'années de travail. Est-ce que tu l'étudies en t'arrêtant à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est critique vis-à-vis des Juifs? Ou est-ce que tu l'étudies avec un esprit ouvert? Mais on a critiqué de la même manière les protestants. Les premiers banquiers qui ont poussé Louis XVI à tomber dans le libéralisme, ils étaient genevois et protestants, justement parce qu'ils n'étaient pas encore juifs, parce que les juifs étaient bloqués à ce niveau-là. Il avait été par Louis XIV, par Louis XV. Bon mais je veux dire, c'est toi qui fais une fixette sur les juifs, c'est pas moi. Pourquoi tu me parles que de ça déjà? On pourrait parler d'autre chose. Tu crois que dans mes livres, je parle que de ça? Non, c'est parce que les seuls qui m'emmerdent quand je les critique, c'est les juifs. Les autres, ils ne m'ont pas emmerdé parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de me faire taire. Ouais. C'est tout. En fait, les juifs sont les seuls qui ont le pouvoir de me persécuter en permanence. Mon parcours et ma situation est la preuve même d'un incroyable pouvoir communautaire totalement illégitime et que seule cette communauté organisée a ce pouvoir exorbitant. Parce que notre problème à nous en tant que goy, c'est qu'on ne laisse pas un espace trop important. Notre problème à nous en tant que goy, c'est la lâcheté. Voilà. Oui, la lâcheté ou la gentillesse. La gentillesse. On nous appelle les gentils. Les gentils. Ouais. C'est eux qui nous appellent gentils. Effectivement, mais moi, mon problème, c'est de redonner un peu de courage, de conscience et d'intelligence morale selon des critères qui sont conformes aux critères de la République bien compris et aux critères du monde chrétien bien compris, à des gens qui ont été totalement déboussolés par des manipulateurs pervers. Donc effectivement, moi je déplore la lâcheté goy et je dis sans lâcheté goy, il n'y a pas de pouvoir juif, je le dis. Voilà. Mais excuse-moi, j'essaie d'être courageux pour 1000 goy qui ont cessé d'être courageux. En général, par la gentillesse, oui, parce qu'on est quand même un pays de braves gens. Je veux dire, on est braves, mais il y a des gens qui te remercient pour ta gentillesse et d'autres qui en abusent. Je prétends que des gens ont abusé de notre gentillesse et qu'ils mènent le pays à la catastrophe, que cette catastrophe se voit chaque jour un peu plus et que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils deviennent de plus en plus inquiets, brutaux et qu'ils aggravent finalement la tension. Et moi, ma proposition est toujours la même, égalité et réconciliation, c'est-à-dire respecter le pacte républicain que Napoléon a mis en place au départ, ça s'appelle l'assimilation. Et n'essayez pas d'asservir la République à vos lubies et à vos prétentions dominatrices. On peut mener un combat frontal comme je le fais, ou se retirer du monde, et peut-être même croire au combat par la prière. Par exemple, je communique avec des moines qui me disent en gros, je respecte ce que vous faites et nous prions. Nous prions pour vous, nous prions pour la paix, nous prions pour l'amour. Les musulmans, ils tournent autour de la Kaaba, tu sais. Moi, je prétends pas que tout le monde doit faire comme moi. Je prétends expliquer ce que je fais et que ce que je fais est légitime. Et que ça ne mérite pas du tout les critiques que je subis et les condamnations que je subis, et que je pense que c'est de l'inversion accusatoire. Ce que ces gens me reprochent, c'est ce qu'ils ont en eux en réalité. Ils parlent de haine toute la journée, parce que leur religion est fondamentalement fondée sur la haine. C'est sûr que quand on lit l'Ancien Testament, c'est un Dieu jaloux, violent... Qui punit en permanence son propre peuple de ne pas aller assez loin dans la soumission. Aimez-vous les uns les autres, et surtout ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même, tu vois. Ça veut dire ne fais pas aux Palestiniens ce que tu n'as pas aimé que les Allemands te fassent, tu vois, par exemple, tu vois, ça serait assez facile à comprendre. Bon, mais les abusés ont un peu toujours tendance à devenir les abuseurs à leur tour. Oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Mais bon, alors, imaginons que la France n'ait plus de juifs dans les élites et tout ça.
qu'est-ce qui adviendrait? Est-ce qu'il y aurait moins un déclin de la France? Est-ce que les dirigeants prendraient les bonnes décisions? Si déjà les dirigeants qu'on a aujourd'hui n'étaient pas adoubés par la communauté en question, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, dès que tu pètes un peu de travers, tu te fais traiter d'antisémite, et qu'on ait des élites réellement légitimes qui représentent les intérêts du peuple français, peut-être que les choses iraient mieux. Or, je pense que c'est le principe du ordo ab chao, diviser pour régner. Une minorité illégitime pour régner sur la France, a besoin effectivement de créer de la concurrence victimaire, a besoin de corruption, a besoin de bêtises, et que tout ça produit des effets négatifs. Cette minorité agissante, qui est ultra minoritaire au sein même de sa communauté, puisque le CRIF représente officiellement 1 juif sur 6, est à terme dangereuse pour ce qu'on appelle le juif du quotidien, tu vois. Et de même que Daesh est dangereuse pour le musulman du quotidien. Et moi, j'ai jamais dit que tous les musulmans étaient pour Daesh. Par contre, il y a des gens qui essayent de nous faire croire, comme Zemmour. J'ai jamais dit non plus que tous les juifs se sentaient solidaires de Netanyahou ou validaient toutes les décisions du CRIF que je subis. Je pense que Bernard Lévy est bien plus dangereux pour les juifs qu'Alain Soral, tu vois. Il valorise et il cautionne par toutes ses actions son être même, son attitude, l'antisémitisme. Voilà, fauteur de guerre, tu vois. Escroc pour d'autres. Qu'est-ce qu'il veut à la fin, BHL? Il veut une grande guerre Lui, je ne sais pas ce qu'il veut, lui. Lui, en fait, il défend Israël par tous les moyens. Qu'est-ce que Israël veut? Israël veut durer, s'agrandir pour pouvoir être viable et réaliser finalement derrière un projet au départ qui se prétendait laïque, un projet religieux. Mais je veux dire, c'est des sujets trop compliqués pour les enfiler comme des perles là, tu vois. À un moment donné, ça c'est des livres et des livres, c'est des livres appuyés sur des livres. C'est comme parler du Talmud sans comprendre que c'est une exégèse qui dure depuis des siècles et des siècles sur un texte lui-même, tu vois. C'est-à-dire que là, on est sur un millefeuille hyper complexe. Donc moi, je peux pas d'un seul coup. Ce qui est sûr aujourd'hui, par exemple, comme moi, je prétends que je suis antisioniste. C'est pas seulement que je combats l'injustice que subissent les Palestiniens qui payent pour les crimes nazis alors qu'ils y sont pour rien dans un territoire historiquement musulman et loin de la base des gens qui sont des russo-polonais, tu vois, des ashkénazes. Voilà. Mais moi je combats l'influence dangereuse du sionisme en France. À la limite que les Palestiniens se débrouillent avec les Israéliens réciproquement. Moi, mon problème, c'est la puissance du lobby sioniste en France. Bernard Lévy n'a pas du tout les mêmes intérêts que le dentiste de Sarcelles, hein, je te le garantis. Bernard Lévy le met en danger, le dentiste de Sarcelles. Et Zemmour aussi met en danger les juifs de banlieue quand Zemmour dit qu'il va y avoir une guerre civile inéluctable entre musulmans et français de souche. Une guerre qui veut nous faire faire d'ailleurs, tu vois. C'est évident que ces gens-là créent appellent à la violence et se réjouissent de la guerre à venir. Moi, jamais. Je dis égalité et réconciliation. C'est clair, tu vois. On peut même finir là-dessus. Est-ce que les femmes sont l'avenir de l'homme? Tu es un grand séducteur, tu as écrit des livres. Quel est le rôle des femmes dans tout ça? Parce que c'est quand même des discours très machos. Bon, c'est vrai que la politique... Non, mais moi, j'ai écrit des livres là-dessus. J'ai écrit Vers la féminisation, mais j'ai écrit Avant misère du désir. J'ai écrit Sociologie du dragueur. Ce qui existe à l'origine, c'est le couple. Si l'homme et la femme ne s'accouplent pas, il n'y a pas d'humanité. L'homme et la femme séparés, l'humanité disparaît. C'est pour ça qu'ils essaient d'inventer des substituts au ventre de la femme, GPA, PMA, et voire des robots, etc. Donc ce qui existe à l'origine, c'est le couple, donc la complémentarité, l'androgyne primal, tu vois. Dès lors que tu poses la question de l'homme et de la femme séparés, c'est comme poser la question sociale en partant de l'individu, ce qu'on appelle les Robinsonades. Le problème, c'est qu'il faut avoir une vraie formation de philosophie pour pouvoir penser. Moi, je laisse cette formation. Donc ça veut rien dire. Ta question déjà est mal posée. C'est comme il dit, quel est avant l'œuf ou la poule, tu vois, des trucs comme ça. Non, mais tu parles de la féminisation de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas une masculinisation? Je parle déjà de la féminisation de la société au niveau notamment des instances, tu vois, des instances. Par exemple, moi, j'ai été condamné par 4 juges, 4 femmes. À un moment donné, on pourrait demander la parité, tu vois, qu'à un moment donné, ce sont pas plus que les petits-enfants sont éduqués pratiquement que par des femmes. À l'âge où peut-être l'autorité paternelle a quand même un sens. Pourquoi il n'y a plus que des femmes pour éduquer les petits-enfants et notamment les petits garçons? Tout ça provoque à terme des dysfonctionnements parce que ce sont des dysfonctionnements. À la limite, la parité, oui, mais dans des tas de domaines, la parité, c'est de remettre des hommes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais est-ce qu'on ne va pas vers un monde où l'homme n'a plus tellement sa place, l'homme tel qu'il était avant? Parce que en fait, l'homme a de la testostérone, il a peut-être trop de haine en lui. Est-ce que tu penses que les femmes, supposé qu'elles n'ont pas de phallus, ne seraient pas dans la violence? Je pense qu'elles en ont beaucoup moins. C'est faux, c'est une violence psychologique plus qu'une violence directe physique. Oui, et justement, là, on touche à la même question, il faudrait que tu lises Otto Weininger. La violence physique a cet intérêt, c'est qu'elle est immédiate et qu'elle se solde par une apathie derrière. C'est-à-dire que tu te bats avec un mec, après tu vas boire un coup avec lui. Les violences de lâche, les violences de féminisés, les violences de faibles, il suffit de voir le harcèlement de Aziza par rapport à moi, sont des violences beaucoup plus vicieuses parce que c'est de l'instrumentalisation, c'est des violences qui durent puisqu'elles ne se soldent pas par
quelque chose de l'ordre de l'affrontement physique. La violence féminine, la violence du faible, la violence psychologique peut être infiniment plus violente et dangereuse et profonde que la violence directe. Donc ce raisonnement sur la femme a moins de gna gna gna, c'est un peu des conneries. En réalité, excuse-moi, quand Madeleine Albright fait bombarder la Serbie et quand Madeleine Albright décrète l'embargo sur la Syrie, non, sur l'Irak, qui fait mourir 500 000 petits-enfants, et qu'elle dit c'est le prix à payer, je valide. Je veux dire, il y a une hyper-violence chez cette femme qui fait que, comme le dit Freud, quand on hypostasie le phallus qu'on n'a pas, peut-être ça peut être beaucoup plus hystériquement violent que quand on l'a vraiment. En général, les balaises à grosses bites ne sont pas toujours les plus agressifs, tu vois. Moi, j'ai connu des deuxièmes lignes de rugby, ils ne cherchent pas la merde. Comme ils ont la force avec eux, ils n'ont pas besoin de l'employer. L'avorton et le petit teigneux, et en général, beaucoup plus cherchent merde que le balèze, tu vois. D'accord, mais c'est quand même un monde qui est fait de procès. Toi, tu en es l'exemple, mais on trouve des procès de société. C'est un peu ça c'est la peur du monde maintenant. C'est pas tellement la peur du physique, c'est la peur du procès. La peur du procès, c'est une forme de féminisation du monde. Exactement. Eh ben oui, le PIB des États-Unis, c'est 20% de cabinets d'avocats. La judiciarisation est insupportable, tu vois. Alors qu'avant, tu donnes rendez-vous à un mec et tu discutes avec lui et tu élimines les intermédiaires. Oui. Et souvent, ça se règle à l'ancienne. Et moi, je préfère le monde à l'ancienne. Alors après, il y a des gens qui ont intérêt à ce que le monde à l'ancienne disparaisse parce qu'ils ont peut-être ils n'ont pas les qualités. N'oublie pas que vertu, virilité, masculinité, c'est la même racine vir. Hein, c'est la même racine en latin. Et sans doute d'ailleurs, si on va chercher chez les Grecs, c'est pareil. Tu vois. Oui, moi je déplore un monde où de plus en plus règne la sournoiserie, la violence indirecte, la violence triangulaire, la manipulation, le hordo ab chaos, le diviser pour régner. Et effectivement, si on lit Otto Weininger, que j'ai dite, on sait bien par exemple que la femme, ne pouvant pas exercer la violence directe sur l'autre, a en général comme stratégie fatale la stratégie triangulaire. C'est-à-dire elle se venge ou elle domine un homme en se servant d'un autre homme, tu vois, jalousie, etc. Alors c'est une spécificité et ça fait partie du monde, mais en fait il faut un équilibre, tu vois ce que je veux dire ? Il faut la possibilité de la violence indirecte par la conversation, peut-être l'usage du droit, etc. Et aussi la possibilité de la violence directe par l'affrontement, ce qu'on appelle le duel, tu vois, le duel. Oui. Et je pense que tout est une question d'équilibre. Et comme je te le dis, choisir entre l'homme et la femme de façon exclusive, c'est absurde, puisque la réalité initiale du monde, c'est le couple. D'ailleurs, dans les religions, jusqu'à Sumer, enfin, tu vois, au départ, il y a ces deux êtres qui, en s'aimant, font des enfants. Si tu les sépares et si tu les pousses à ne plus s'aimer, l'humanité disparaît. D'accord, mais là, tu es extrême. Il y a quand même. Mais c'est pas extrême. C'est le concept radical de la chose. Oui, mais dans la vie de tous les jours, il y en a un qui porte la culotte et le plus souvent, c'est la femme. Dans la vie de tous les jours, il y a de plus en plus de solitude, de plus en plus de relations strictement virtuelles. Comme les gens n'arrivent plus à se rencontrer en vrai parce qu'ils n'osent plus draguer à cause du féminisme délirant, eh ben, on commercialise tout ça par des sites de rencontres payants, d'ailleurs où les femmes ont accès gratuitement et les hommes doivent payer, qui sont après stratifiés par l'origine de classe et le niveau de revenu. Enfin, je veux dire, moi, j'étais un ancien dragueur de rue. J'ai passé des années à me balader et à adresser la parole aux femmes avec le sourire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Aujourd'hui, ça est devenu impossible. Eh ben, excuse-moi, voilà, je déplore que le monde bascule trop loin d'un côté, ce qui ne veut pas dire que je suis pour qu'un mec rentre bourré le soir et passe sa femme à tabac parce qu'il veut se venger de son patron. Tu vois ce que je veux dire ? Personnellement, j'ai été marié 18 ans, je n'ai jamais levé la main une seule fois sur mon ex-femme. Tu vois, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Il y a eu des engueulades, par contre, un peu, pas tellement. Donc il y a tout à fait moyen de trouver des équilibres. Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont les féministes qui pratiquent une hystérie, on va dire, anti-masculine, les LGBT qui pratiquent une hystérie anti-hétéro. En réalité, on n'a pas demandé leur avis aux hommes du quotidien pour savoir s'ils étaient machos ou plus machos. Les trois quarts sont d'ailleurs très pro-féminins quand tu les interviews. Et ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de... comment dirais-je, de communauté machiste sponsorisée par l'État avec de l'argent de Soros pour faire des manifs pour emmerder les bonnes femmes. En réalité, on subit, nous, les mâles hétéros à l'ancienne, une agression permanente des groupements féministes qui ne représentent pas plus les femmes que le CRIF ne représente les juifs, et de LGBT dont moi j'ai jamais vu un travelot venir me parler et me dire qu'il voulait ceci ou cela. Jamais. En fait, on instrumentalise des gens pour diviser la société en communautés rivales et qui se détestent, avec des revendications sectorielles, etc. C'est-à-dire on casse, comment dirais-je, la communauté nationale, on casse la paix sociale et la paix civile, on empêche aux gens de s'aimer d'une manière. Et puis surtout, on empêche aux gens d'aller vers l'autre, puisque je veux dire, le principe de l'hétérosexualité, c'est que tu vas vers quelqu'un qui est différent de toi. Un homme qui s'intéresse à une femme qui s'intéresse à un homme. Aimer le même, c'est du narcissisme, c'est de la fermeture. Bon, mais alors, et les bisexuels dans tout ça ?
je m'en fous. Ils sont ni narcissiques, ni... Mais, ils sont pas... mais moi, la sexualité, c'est de l'ordre du privé. Comme disait Ouais. Le Pen, il n'y a pas de police des braguettes en France traditionnellement. Il y a une liberté totale. Les barrières, on sait très bien ce que c'est. L'inceste, la pédophilie, la violence, c'est-à-dire le viol. On sait très bien les barrières naturelles. Après, le reste, c'est l'espace de la séduction, l'espace de la rencontre, le monde du peut-être, tu vois. Et ça fonctionnait plutôt bien. J'ai pas vu, moi, qu'il y ait de gros problèmes sociaux en France à cause des relations hommes-femmes, tu vois. Ça a été inventé de toutes pièces pour nous faire croire que c'était comment dirais-je, un dossier majoritaire en France. Parce que plus on abandonne le social, comme tu le sais, plus on met en avant le sociétal. C'est pas pour rien que des gens qui ont beaucoup d'argent achètent des médias, alors que les médias sont pas rentables en soi. C'est quand même pour avoir autorité sur les autres. Et puis il y a un phénomène de fascination, il y a un phénomène d'obéissance à ce qui est au-dessus. Je veux dire, moi à une époque j'étais invité à la télé, j'avais une autorité par la télé. À un moment donné, si on m'a désinvité de la télé et qu'on a puni les gens qui m'invitaient, c'est parce qu'effectivement ces médias-là te donnent une autorité par capillarité, tu vois ce que je veux dire. Il a fallu que mon autorité, je la construise sur quelque chose de plus solide. La qualité de l'argumentation, la crédibilité par le courage. Les Gilets jaunes, c'est le peuple français en souffrance qui se révolte parce que c'est plus seulement une souffrance psychologique, ça devient une souffrance économique. C'est-à-dire que le social, à un moment donné, n'est pas subjectif, il est objectif. Quand tu ne peux plus nourrir tes gosses parce que tu es dans le rouge à la banque dès le 15 du mois, voilà. Donc c'est de la jacquerie et c'est très bon signe parce que ça veut dire que le peuple français réagit et ne se laisse pas manipuler au-delà d'une certaine limite. Comme je te dis, le sérieux, le dur, le social. Malheureusement, le pouvoir qui est très fort a arrivé à diviser, à endormir, à faire durer par la répression, par la manipulation. Donc je pense que ça va forcément retomber un peu, mais ça rebondira encore plus gravement parce qu'il n'y a pas de solution proposée sociale et économique. On est sorti de mai 68 par Grenelle, des augmentations de salaire pour les ouvriers. Là, Macron n'a pas été élu pour distribuer du pognon et on n'est plus dans les 30 glorieuses. Donc ça va rebondir encore plus grave. Et les Gilets jaunes ont fait sauter certaines digues et le pouvoir qui est malin a coopté des petits brancos par narcissisme, c'est-à-dire soit par naïveté, soit par bêtise, soit par perversité, pour protéger la dernière digue. Et moi j'attends les Gilets jaunes sur la dernière digue, même si je dois les attendre de la prison. La dernière digue, c'est quoi? C'est ce dont je parle moi. C'est-à-dire, c'est la guerre civile, c'est reprendre le pouvoir, c'est qui a le pouvoir en France, qui a réellement le pouvoir, c'est notamment le pouvoir démesuré, dévastateur du CRIF et de tout ce qu'il représente. Voilà. Je pense que tout le reste en découle et tout le reste est secondaire. Voilà. C'est mon point de vue. Hein. Donc on attend quoi? Un autre De Gaulle ou que des gens soient honnêtes, sincères et prennent la voie de la politique? J'ai déjà dit tout ça. On n'attend pas que le pouvoir autorise Chouard à mettre en place le RIC. Tu as bien vu d'ailleurs que hier, comment s'appelle, Macron nous a dit qu'il n'y en aurait pas du RIC. Hein, il a parlé d'une proportionnelle dosée à 20%. C'est pour donner un peu de députés à des partis comme le Front National pour que le Front National ferme sa gueule, parce qu'il a droit à un peu part du gâteau. Donc c'est l'inverse de rendre le pouvoir au peuple. C'est continuer à le garder. Donc moi je pense que de toute façon, comme tout est verrouillé en France, la France est le pays des révolutions. La France où ça va juste, ça pète, parce qu'en Italie ils ont déjà trouvé la solution. Ils ont fait une alliance du mouvement 5 étoiles et de la Liga, c'est-à-dire d'une certaine extrême gauche libertaire et d'une certaine extrême droite néofasciste, qui sont deux manières d'être populistes. Et ils cogèrent en France et ils essayent de sortir de la crise par la gestion politique et économique. En France, on a empêché Marine et Mélenchon de se rapprocher par tous les moyens, ils y ont renoncé d'ailleurs. Et donc la France, ça ira jusqu'au bout et ça pètera. Voilà. Et moi, à ce moment-là, je sortirai de prison, où j'aurai fait mon travail de fond, tu vois, sur moi-même, sur mes écrits, etc., pour effectivement accompagner la révolution. Tu prendras ton cheval blanc et tu parcourras les rues de Paris sans voitures qui rouleront. Je serai le général Boulanger, mais qui aura pris la bonne option. Donc tu as une armée qui est prête à se lever? Bien sûr, vous verrez tout ça. Et pour ça, je suis prêt à aller en prison même quelques années, il n'y a pas de problème. Je te le dis, beaucoup de vrais révolutionnaires sont passés par la prison. C'est la première fois que tu vas en prison? Prison ferme, oui, ce sera la première fois. Pour l'instant, j'ai jamais dépassé la garde à vue. Ah d'accord. Voilà. Mais je m'y prépare depuis des années. J'ai annoncé depuis des années à mes partisans que sans doute le pouvoir me mettra en prison et que ça sera bien la preuve que je m'adresse au vrai pouvoir, tu vois. Parce que le vrai pouvoir, c'est celui qui a les moyens de te foutre en tôle. Tu vois. Pour moi, c'est du CQFD tout ça. C'est la preuve que je me trompe pas. Voilà. Bon, d'un autre côté, ça aura mis pas mal de temps pour eux. Oui, parce qu'on est dans une démocratie. Ah, quand même, je reconnais ça. Une démocratie, c'est qu'il y a un certain nombre de filtres. Démocratie de femmes. Non, une démocratie, ça empêche c'est un certain nombre de filtres qui effectivement, j'aurais été dans une dictature, on serait venu me chercher la nuit, tu vois, et on m'aurait emmené, ou je serais face à un pouvoir mafieux, j'aurais été abattu dans la rue. Donc là, effectivement, on utilise des procédures
effectivement, qui mettent plus longtemps. Oui, bien sûr, mais je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui disent qu'il faudrait tout mettre à plat, tout faire péter et recommencer depuis le début. Moi, je suis plutôt du style à dire, la société est juste à 98%, il faut changer 2%. J'en sais rien, écoute, de toute façon, on ne change jamais tout. Ce qui est sûr, c'est que l'idée des armées et de leur révolution, ce qui est sûr, c'est que la France arrive au bout de mensonges, de contradictions sur le plan politique, administratif, économique, etc. Et que ça ne peut pas continuer comme ça très longtemps, ça va péter. Donc soit ça débouchera sur la dictature des uns ou sur la révolte des autres. Donc je le dis clairement, ça finira soit par une révolution gilet jaune, soit par une dictature intégrale du CRIF. Ça, je ne peux pas être plus clair, tu vois. Et pour l'instant, tu vois bien que c'est finalement les deux options qui sont sur la table. Tout le reste, c'est du baratin. Mélenchon-Marine, c'est du baratin, c'est de l'accompagnement, tu vois. Ok, mais mettons que tu es... On va arrêter là parce que je dois y aller. Bon. Et en plus, c'est bas, on en a dit beaucoup là. On en a dit beaucoup.